Et bonjour, on se retrouve pour encore un chapitre de King Kong Theory de Virginie Despentes. Cette fois-ci, on va traiter de King Kong Girl, le chapitre qui va donner son nom au livre. Sur ce chapitre, je vais vous faire beaucoup de lectures parce qu'en fait, on va lire sa manière d'interpréter le film King Kong et comment elle théorise ça d'une certaine manière. Donc voilà, la version de King Kong réalisée par Peter Jackson en 2005 commence au début du siècle dernier. En même temps qu'on construit l'Amérique industrielle moderne, on dit adieu aux vieilles formes de divertissement, le théâtre burlesque, la troupe solidaire. On se prépare aux formes d'entertainment et de contrôle moderne, le cinéma et le porno. Un metteur en scène mégalomane et menteur, un homme de cinéma, embarque une femme blonde sur un bateau. Elle est la seule femme à bord. L'île qui les intéresse s'appelle Skull Island. Elle n'existe pas sur les cartes car nul n'en est jamais revenu. Peuplade primitive, créatures fétales, petites filles aux cheveux noirs emmêlés, vieilles femmes menaçantes et dentées hurlent sous une pluie diluvienne. Il kidnappe la femme blonde pour en faire l'offrande à King Kong. Il l'attache. Une vieille femme lui met un collier avant de la livrer au gros singe. Les humains précédents, parés de ce collier, se sont tous fait croquer, tels de petits cubes apéritifs. Ce King Kong n'a ni bite, ni couille, ni sein. Aucune scène ne permet de lui attribuer un genre. Il n'est ni mâle ni femelle, il est juste poilu et noir. Herbivore et contemplative, cette créature a le sens de l'humour et de la démonstration de puissance. Entre Kong et la blonde, il n'y a aucune scène de séduction érotique. La belle et la bête s'apprivoisent et se protègent, sont sensuellement tendres l'une envers l'autre, mais de façon non sexuée. L'île est peuplée de créatures qui ne sont ni mâles ni femelles, chenilles monstrueuses aux tentacules visqueux et pénétrants, mais moites et roses comme des chattes de femmes. Larves à tête de bite qui s'ouvrent et deviennent des vagins dentés qui croquent la tête des gars de l'équipage. D'autres font appel à une iconographie plus genrée, mais relevant du domaine de la sexualité polymorphe. Araignées velues et brontosaures gris et identiques, comparables à une horde de spermatozoïdes lourdingues. King Kong ici fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres telle qu'imposée politiquement autour de la fin du 19e siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir. Hybride avant l'obligation du binaire. L'île de ce film est la possibilité d'une forme de sexualité polymorphe et hyper puissante, ce que le cinéma veut capturer, exhiber, dénaturer, puis exterminer. Quand l'homme vient la chercher, la femme hésite à le suivre. Il veut la sauver, la ramener dans la ville, dans l'hétérosexualité hyper normée. La belle sait qu'elle est en sécurité auprès de King Kong, mais elle sait aussi qu'il faudra quitter sa large paume rassurante pour aller chez les hommes et s'y débrouiller seule. Elle décide de suivre celui qui vient la chercher, la délivrer de la sécurité et la ramener dans la ville, où elle sera de nouveau menacée de toutes parts. Au ralenti, gros plan sur les yeux de la blonde quand elle comprend qu'elle a été utilisée. Elle n'a servi qu'à capturer l'animal, qu'à trahir son allié, sa protectrice, ce avec quoi elle avait des affinités. Son choix de l'hétérosexualité et de la vie en ville, c'est le choix de sacrifier ce qui en elle est hirsute, puissant, ce qui en elle rit en se frappant la poitrine. Ce qui règne sur l'île, quelque chose devait être offert en sacrifice. King Kong est ensuite enchaîné, exhibé dans New York. Il faut qu'elle terrorise les foules, mais que les chaînes soient solides, que les masses puissent être domptées en retour. Comme dans la pornographie. On veut toucher le bestial de près, frémir, mais on ne veut pas de dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts, car la bête échappe au monteur. Comme dans le spectacle. Ça n'est pas la récupération du sexe ou de la violence qui pose problème aujourd'hui, mais au contraire, l'irrécupérabilité des notions dont on s'est servi dans le spectacle. Violence et sexe ne sont pas domesticables par la représentation. Dans la ville, King Kong écrase tout sur son passage. La civilisation qu'on voyait se construire au début du film se détruit en très peu de temps. Cette force qu'on a voulu ni apprivoiser, ni respecter, ni laisser là où elle était, est trop grande pour la ville, qu'elle écrabouille rien qu'en marchant. Avec une grande tranquillité, la bête cherche sa blonde, pour une scène qui n'est pas érotique, mais relève plutôt de l'enfance. Je te tiendrai dans ma main et nous patinerons ensemble, comme pour une valse. Et tu riras comme un enfant dans un manège enchanté. Il n'y a pas ici de séduction érotique, mais un rapport sensuel évident, ludique, où la force ne fixe pas la domination. King Kong ou le chaos d'avant les genres. Puis, les hommes en uniforme, la politique, l'État interviennent pour tuer la bête, grimper en haut des buildings, se battre avec des avions qui sont comme des moustiques.
C'est leur nombre qui permet d'abattre la bête et de laisser la blonde seule, prête à épouser le héros. Le réalisateur, yeux écarquillés devant le corps de l'animal, photographié comme un trophée. Les avions n'y sont pour rien, c'est la belle qui a tué la bête. Une parole de réalisateur, mensongère. La belle n'a pas choisi de tuer la bête. La belle a refusé de participer au spectacle. Elle est venue à sa rencontre dès qu'elle a su qu'elle se libérait. Elle s'est amusée dans sa main quand il fallait glisser sur les eaux glacées du lac. Elle l'a suivi jusqu'au sommet où elle s'est fait massacrer. Ensuite, alors, la belle a suivi son beau. La belle n'a pas pu empêcher les hommes ni de ramener la bête, ni de la tuer. Elle se met sous la protection du plus désirant, du plus fort, du plus adapté. Elle est coupée de sa puissance fondamentale. C'est notre monde moderne. On retrouve globalement les thèmes qui sont développés tout du long du bouquin, à la fois cette idée de la politique qui vient tuer la bête, donc forcer les rôles genrés à la fois pour garantir les hommes au service de l'État et les femmes au service des hommes. On retrouve pas mal de thèmes qui sont les siens en réalité. Une analyse très psychanalytique entre guillemets, parce que cette analyse des créatures et d'y voir partout un peu des organes génitaux, qu'ils soient féminins ou masculins ou les deux. Il y a quelque chose de très, je sais pas si c'est freudien le bon mot, mais il y a quelque chose de très psychanalytique là-dedans. Mais après cette présentation de son interprétation de King Kong, elle revient à parler de sa vie sans transition. Et donc, elle parle de son rapport au genre et comment on l'a ramené régulièrement à son genre, à son rôle en tant que femme. Notamment, elle dit que quand elle a une quinzaine d'années, elle se retrouve internée en psychiatrie et le psychiatre lui pose des questions de l'ordre de pourquoi tu t'en l'es dit, parce que elle est dans un style punk rock qui est pas probablement pas au goût d'un psychiatre de ces années-là. Et donc, lui demande pourquoi elle s'en l'est dit et pourquoi cette volonté de s'en les dire. Pourtant, elle est pas si moche ou quelque chose comme ça, quoi. Suite à ça, elle a d'autres expériences, notamment avec des policiers qui lui font le même genre de remarques, pardon. Donc, elle a d'autres genres d'expériences, notamment avec des policiers qui font le même genre de remarques. Par exemple, un policier qui dit mais pourquoi ces choix de vie alors que pourtant elle est jolie. Il y a cette idée de à la fois la renvoyer à son genre et en tant que femme la renvoyer à son physique et lui dire que en fait elle a ce qu'il faut pour être une femme entre guillemets, elle est jolie. C'est pas comme un homme où on lui demanderait je ne sais quoi, d'être fort, d'être courageux, d'être je ne sais quoi. Elle, on lui dit tu es une femme donc t'es jolie, donc en fait il est où le problème? Pourquoi tu poses des problèmes à l'ordre public? Tu pourrais rentrer dans les normes de genre. Et puis de la même manière, plus tard quand elle écrit Baise-moi et puis plus tard quand elle va le mettre en scène avec Coralie Trinity, elle dit qu'elle est globalement rappelée à l'ordre tout le temps en fait parce que on lui explique qu'elle a le droit de dire ou non. On le ramène à son rôle de femme et de dire c'est quand même déplacé qu'une femme parle de ces sujets-là, parle dans ces mots-là, etc. Et ça, mais pas seulement, il y a aussi l'idée d'être constamment envoyé à son physique, de commenter son physique, bien que ça n'ait pas grand-chose à voir avec le contenu de son bouquin ou de son film. Et globalement, elle revient sur toutes ces injonctions de genre, notamment, et plus spécifiquement les injonctions de genre qui sont portées sur les femmes. Elle dit notamment « Ne pas aimer les femmes, chez un homme, c'est une attitude. Ne pas aimer les hommes, chez une femme, c'est une pathologie. » Et il y a effectivement ce truc de renvoyer les femmes à une norme auquel elles doivent obéir. C'est aussi vrai pour les hommes, mais les femmes sont renvoyées à un rôle plus restreint, plus contraint, plus sous contrôle, entre guillemets. Elle dit notamment « Ce n'est pas un hasard que toutes les bonnes femmes, ou presque, passées un certain âge, aspirent surtout à ne pas trop faire de vagues. Qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est une question de caractère ou de nature, qu'on n'aime pas provoquer et que nous, notre truc, c'est plutôt la maison et les enfants. Faut voir ce qu'on prend dès qu'on dit un peu quelque chose. Même le plus fou furieux mec du hip-hop n'est pas maltraité comme une femme. Pourtant, on sait ce que les blancs pensent des noirs. Il n'y a pas pire qu'être une femme jugée par des mecs. » Et donc, il y a cette idée de dire que, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre matériel, en fait, qui fait que les femmes sont constamment remises à leur place, entre guillemets, par les hommes, et que c'est ce qui fait aussi que petit à petit, avec l'âge, il y a beaucoup de femmes qui lâchent un peu le combat, la lutte, parce que
c'est usant d'être remis à sa place constamment. Et puis, bon, elle fait une comparaison avec, alors entre le sexisme et le racisme, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi, je trouve qu'elle est un peu pas correcte dans le sens où, en fait, c'est deux formes différentes. C'est-à-dire que les personnes noires, donc quand elle dit, faut voir même le mec le plus fou furieux du hip-hop n'est pas maltraité comme une femme. C'est-à-dire qu'en réalité, cette image de l'homme noir qui fait du hip-hop, qui est dangereux, qui est un gangster, etc. En fait, elle sert un ordre raciste et c'est quelqu'un qui reste dans le rôle qu'on lui a attribué, entre guillemets. Et donc, effectivement, la société est violente parce qu'elle est raciste, mais elle n'est pas violente de la même manière parce qu'elle n'est pas violente en ramenant cette personne à autre chose, en lui disant qu'elle n'est pas censée être ce qu'il est. En revanche, effectivement, les femmes qui prennent la parole, qui prennent le devant de la scène, dans une société patriarcale, la société va les ramener à leur place en leur disant non seulement il y a des injonctions de genre, mais en plus tu respectes. Donc la misogynie trouve sa place pour remettre, pour rendre les choses compliquées pour les femmes. Mais en plus de ça, il y a des rôles genrés patriarcaux qui font que t'es pas censé être sur le devant de la scène, donc on te renvoie d'autant plus à ta place. Mais bon, elle, sa thèse, c'est quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de supérieur, différent dans les places genrées. Notamment, elle dit les hommes, même les moins masculins, peuvent trouver à redire sur la féminité des femmes. Et donc, constamment, il y a cette idée de dire que être ramené à son genre, c'est aussi le fait d'être comparé à des femmes. Tout doit être discuté de sa vie, de ses choix personnels, etc. Et elle doit être réduite au rang d'objet, c'est-à-dire pas au rang d'actrice de ce qu'elle décide, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle raconte. Notamment sur le fait d'être comparée aux autres femmes, elle le dit dans le bouquin, elle dit qu'il y a quand même un truc assez fou de on va la comparer à des femmes sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir, c'est-à-dire que ça nous viendrait pas à l'idée de comparer deux hommes parce qu'ils sont deux hommes. On les compare parce que je sais pas, parce qu'ils ont la même occupation, parce qu'ils ont le même rôle dans la société d'un point de vue politique ou je ne sais quoi, mais on va pas les comparer en disant regardez, ça c'est un homme, il a fait ça, c'est un homme, il a fait ça, alors que c'est quelque chose qu'on va faire pour les femmes. Et elle parle de la censure du film Baise-moi, puisqu'il y a eu une censure, c'est-à-dire qu'il y a eu un enjeu de à la fois le caractériser comme un film pornographique, alors que c'est pas spécialement un film pornographique, et donc mettre des restrictions d'âge supérieures, l'interdire d'être diffusé dans les cinémas, etc. Il y a eu des enjeux de ministres qui ont pris la parole sur le sujet, etc. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que en réalité, la pire des censures, en fait, elle se fait surtout, et pas dans le cadre légal, mais surtout sur le ton du conseil, de gens qui sont venus la voir en lui disant écoute, moi à ta place, je ferais pas trop de bruit, je ferais pas ça. Et de la même manière, à la fois lui dire à elle, mais aussi dire aux potentiels spectateuristes de son film que il y a quelque chose de l'ordre de c'est quand même un peu mal vu, vous allez pas aller voir ça, etc. Et il y a cette idée d'ordre moral, d'ordre genré qui se pousse, qui aplatit et qui explique que ce discours-là ne doit pas être tenu, ce film-là ne doit pas être vu. Et puis notamment parmi les critiques qu'elle va recevoir, il y aura évidemment les critiques de l'ordre d'argent, puisque évidemment les femmes qui touchent au sujet du sexe, les femmes qui s'approchent des sujets sexuels le font évidemment pour l'argent. Si des filles touchent au sexe, c'est pour voler l'argent des honnêtes hommes. Salope. Sinon, bien sûr, on aurait fait un film avec des prairies et des toutous qui y gambadent. Un film avec des femmes qui s'occupent de séduire des hommes. On n'aurait pas fait un film du tout d'ailleurs. On serait resté à nos places. Salope. Forcément. Le corps de Karen à la une. Normal. Salope. N'importe qui a le droit de vendre du papier avec son ventre puisqu'elle a bien voulu le montrer. Salope. Et un ministre de la Culture, une femme, de cette gauche-là, la gauche subtile, déclare qu'un artiste devrait se sentir responsable de ce qu'il montre. Ce n'est pas aux hommes de se sentir responsables quand ils se mettent à trois pour violer une fille. Ça n'est pas aux hommes de se sentir responsables quand ils vont aux putes sans faire voter les lois pour qu'elles puissent bosser tranquillement. Ça n'est pas à la société de se sentir responsable quand à longueur de film, on voit des femmes dans le rôle de la victime de violences les plus atroces. C'est à nous de nous sentir responsables de ce qui nous arrive, de refuser d'en crever, de vouloir faire avec, de l'ouvrir,
On la connaît bien, cette rengaine, celle qui fait qu'on devrait se sentir responsable de ce qui arrive. Dans Elle, une imbécile quelconque chroniquant un autre livre sur le viol, sans le moindre rapport avec le mien, souligne la dignité du propos, se sent obligé de l'opposer au vagissement que je produis. Je ne suis pas assez silencieuse comme victime. Ça mérite qu'on le signale dans un journal féminin. C'est un conseil aux lectrices. Le viol, d'accord, c'est triste, mais doucement sur les vagissements, mesdames. Pas assez digne. Je t'emmerde. Dans Paris Match, même méthode, pour dire à la fille montant qu'on préfère qu'elle se taise. Une autre imbécile souligne la classe d'une Marilyn Monroe qui, elle, a su être une bonne victime. Comprenez, douce, sexy, gardant le silence, sachant la fermer, sa grande gueule, alors qu'on la faisait tourner à quatre pattes, dans des partout glauques. Conseil de femmes entre elles, le morceau de choix. Cachez vos plaies, mesdames. Elles pourraient gêner le tortionnaire. Être une victime digne, c'est-à-dire qui sait se taire, la parole toujours confisquée, dangereuse, on l'aura compris, dérangeant le repos de qui. Et on revient rappeler cette position de en fait, il n'y a pas de victime parfaite. On ne peut pas attendre des gens qu'ils et elles, en tant que victimes de VSS ou de quelque crime que ce soit en réalité, soit les victimes parfaites, soit les victimes qui disent oh là là, je tendrais bien l'autre joue, mais quand même, c'est un peu exagéré, qui se sent. Qui se montrent dignes, etc. C'est-à-dire que les gens, les vrais gens, les êtres humains, réagissent et parfois même, notamment, ne réagissent pas aussi par sidération, par plein de choses. Et ce qui fait que cette victime idéale qu'on nous vend et dont on fait l'injonction aux personnes qui se déclarent victimes, et ben c'est juste un autre moyen de les silencier en réalité. C'est que celles d'entre nous qui occupent les meilleures places sont celles qui ont fait alliance avec les plus puissants, les plus capables de se taire quand elles sont trompées, de rester quand elles sont bafouées, de flatter les égos des hommes. Les plus capables de composer avec la domination masculine sont évidemment celles qui sont au bon poste, puisque ce sont encore eux qui admettent ou excluent les femmes des fonctions de pouvoir. Les plus coquettes, les plus charmantes, les plus amicales avec l'homme. Les femmes qu'on entend s'exprimer sont celles qui savent faire avec eux. De préférence, celles qui pensent le féminisme comme une cause secondaire, de luxe. Celles qui ne vont pas prendre la tête avec ça. Et plutôt les femmes les plus présentables, puisque notre qualité première reste d'être agréable. Les femmes de pouvoir sont les alliés des hommes, celles d'entre nous qui savent le mieux courber les chines et sourire sous la domination. Prétendent que ça ne fait même pas mal. Les autres, les furieuses, les moches, les fortes têtes, sont asphyxiées, écartées, annulées. Non grata dans le gratin. Et elle va mobiliser d'ailleurs le fameux syndrome de Stockholm. Alors je mets des guillemets parce que c'est un truc qui n'a jamais été démontré en réalité, hein. C'est juste un truc populaire qui se dit. Mais pour justifier, expliquer cette misogynie intégrée faite par les femmes puissantes notamment. Aux alentours de mes 30 ans, quand j'ai arrêté de boire, j'ai vu des analystes, des guérisseurs, des mages, ils n'avaient pas grand-chose en commun. À part que ces hommes, plusieurs fois ont insisté, il faudrait vous réconcilier avec votre féminité. J'ai chaque fois répondu la même chose spontanément. Ouais, je n'ai pas d'enfant, mais... Et chaque fois, j'ai été interrompu. On ne me parlait pas de maternité, on me parlait de féminité. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je n'ai pas obtenu de réponse claire. Ma féminité, je ne suis pas contrariante, moi. En fait, surtout si on me le dit à plusieurs reprises avec beaucoup de conviction et une bienveillance évidente. J'ai donc cherché à comprendre, sincèrement. De quoi je manquais? J'avais l'impression de tout dire, de ne pas chercher à être plutôt comme ci que comme ça, de me laisser être sans trop de retenue. La féminité, qu'est-ce que c'est? Les circonstances dans lesquelles j'ai vu ces thérapeutes étaient toujours privilégiées. J'étais plutôt douce et calme. Je ne suis pas une brute à plein temps. Je suis plutôt timide, en retrait. Depuis que je ne bois plus, on ne peut pas dire que je fasse beaucoup de bruit dans l'ensemble. Bien sûr, des fois, je craque et je pars en vrille. De façon pas très féminine, je le confirme, et souvent efficace, comme par hasard. Mais en l'espèce, il ne me parlait ni d'agitation ni d'agressivité. Il parlait de féminité, sans détailler. Je me suis creusé la tête. Est-ce qu'il s'agissait d'être moins impressionnante, plus rassurante, plus abordable peut-être? Bon, ça, même en le voulant, ça va être difficile. C'est un gag à la longue d'être la fille qui a fait baise-moi. Et donc, elle, quand on lui parle de la ramener à sa féminité, il y a en jeu de la remettre à sa place, effectivement, de lui redire, voilà ton rôle, reste bien à ta place et reste calme dans ton coin. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, comme dirait Darmanin.
Elle fait la comparaison avec Bruce Lee qui apparemment se faisait provoquer en duel après avoir sorti ses premiers films, où tous les mecs un peu teubés étaient en mode ah je vais prouver ma virilité, regardez je veux me battre contre Bruce Lee. Et bah elle dit bah elle se fait emmerder par tous les gars en mal de virilité en fait. C'est des mecs qui se disent que bah ils vont réaffirmer leur virilité en remettant à sa place Virginie Despentes. Plus un type manque de qualité virile, plus il est vigilant sur ce que font les femmes. Et à l'inverse, plus un bonhomme a d'assurance, mieux il supporte la diversité d'attitudes chez les filles et leur masculinité. C'est pourquoi on n'est jamais aussi vertement et strictement rappelé à l'ordre qu'en arrivant chez les nantis. Là où la masculinité ne va pas du tout de soi, chez les mâles. Et donc, bah, elle a cette take un peu de dire que, en fait, les gens qui vont aller remettre les femmes à leur place dans leur rôle genré, c'est aussi notamment des hommes qui sont pas à l'aise dans leur masculinité parce que le vrai homme vraiment à l'aise dans sa masculinité, il a pas de problème avec le fait qu'une femme ait un caractère potentiellement un peu masculin, etc. Il se sent pas menacé par ça. En soi, alors encore une fois, hein, moi je trouve l'analyse un peu psychanalytique, un peu pas ouf. Mais on voit un peu où elle va en venir. Elle en profite pour tirer une balle sur les riches en disant bah regardez les riches ils sont pas très virils, comme si c'était une qualité en soi. Encore une fois c'est un livre qui a été écrit il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant et donc le féminisme a avancé, on a réfléchi sur les choses différemment, mais c'était quelque chose qui donnait du grain à moudre à pas mal de pensées, et notamment, il faut rappeler ça, Virginie Despentes, c'est une écrivaine, c'est pas une sociologue, elle a pas une approche scientifique, c'est une femme qui partage son vécu de femme et qui essaye d'en proposer une analyse qui reste fortement intéressante, même si elle n'est pas soutenue par autre chose que son vécu personnel et les connaissances de ce qu'elle a pu lire autour d'elle. Elle rajoute à ça que notamment cette idée de les hommes vont critiquer les femmes et les remettre à leur place, d'autant plus qu'ils sont mal à l'aise dans leur virilité. Pour elle, il y a aussi cette idée que, d'une part, c'est un moyen de se remettre en place, mais d'autre part, c'est aussi un truc qui fait qu'il n'y a pas de légitimité à avoir pour dire ça. C'est-à-dire que n'importe quel homme, quelles que soient ses qualités viriles, genrées, quelconques, il sera vu comme légitime pour rappeler à une femme son rôle, sa place et son rang. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacer, bien écouter, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bel âtre a à raconter. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, tout ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses. Les petites choses, mignonnes, féminines. Mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Et elle va plus loin en disant que maintenant, la seule émancipation qui a été apportée, alors encore une fois, hein, en 2007, la seule émancipation qui a été apportée par le féminisme, ça a été notamment de pouvoir rentrer dans le monde du travail. Mais c'est plus une contrainte qu'autre chose parce que encore une fois, il y a une injonction à ne pas gagner trop d'argent, parce que c'est quand même pas normal dans un couple qu'une femme gagne plus qu'un homme, dans un couple hétérosexuel évidemment. Et il y a encore cette notion de dire que quand bien même les avancées sont faites, il faut encore s'en excuser, il faut encore ne pas aller au bout, il faut encore garder cette différence genrée de ce qu'on attend d'un homme et d'une femme. En témoignent notamment les écarts salariaux qui persistent dans notre société. Je ne dis pas qu'être une femme en soi est une contrainte pénible. Il y en a qui font ça très bien. C'est l'obligation qui est dégradante. Et donc tout ça pour en revenir à... C'est pas un problème en soi d'être concentré sur des choses, je sais pas moi, de l'ordre de la beauté, des choses qui sont jugées féminines. Le problème c'est d'être réduit à ça. Le problème c'est de ne pas autoriser à sortir de ce cadre-là. Le problème c'est de dire que en fait non, t'es pas censé travailler, t'es pas censé t'épanouir dans ton travail, ça c'est un truc d'homme. T'es pas censé parler fort, ça c'est un truc d'homme.
t'es pas censé ci, ça, ci, c'est un truc d'homme. Et t'es spécifiquement censé faire ci, ça, ci, parce que c'est un truc de femme. Et c'est vraiment cette idée de la contrainte qui fait toute la différence. Et puis donc globalement, bah, c'est un peu là-dessus qu'elle va conclure ce chapitre en racontant bah, comment elle, dans sa vie, elle a fini par s'assagir par ces contraintes sociétales-là et pour rentrer dans des cases de ce qui était attendu d'elle en réalité. Euh, Pas par choix premier, mais par matraquage, par à force de se faire rentrer dedans, à force de se faire remettre en place, et ce truc de très matérialiste effectivement, hein, de d'expliquer que bah même les personnalités comme elle, hein, qui est reconnue comme une meuf qui est grande gueule, qui est plein de choses, qui dit ce qu'elle a à dire, qui porte sa parole féministe, etc. Bah même elle a fini par plier sur certains trucs et rentrer dans les cases de ce qu'on attend de nous en tant qu'homme et femme, mais plus particulièrement en tant que femme dans une société patriarcale genrée. C'est là-dessus qu'on termine ce chapitre de King Kong Theory. Si vous avez apprécié mon travail, bah, n'hésitez pas à le partager, c'est ce qui m'aide le plus en ce moment. Au revoir.